Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube. On poste tous les 14 h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Donc on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG. Je viens pour vous raconter une histoire que j'ai vécue. Une histoire sur une revenante, on va dire ça comme ça. Alors à l'époque, je travaillais dans une bureautique, une sorte de business center. Je travaillais là avec une collègue et un collègue. La collègue et moi étions chargés de saisie, traitement des textes, impression, tout ce qui va avec. Et mon collègue, lui, il était chargé de la vente des fournitures de bureau et des photocopies. Et donc j'avais une cliente, une maman qui venait imprimer. C'est une maman qui vendait des épices, quoi. Elle vendait des épices et elle venait imprimer des étiquettes pour ses épices chez moi. Donc c'était une maman, chaque fois que cette maman arrivait, elle était bavarde. Oh. Elle était bavarde. Pour un travail qui faisait, pour un service qui faisait 5 minutes, elle pouvait faire 1 heure de temps à bavarder, raconter sa vie, sa jeunesse, comment ses enfants, comment elle-même, comment ses petits-fils et tout et tout. Elle bavardait. Chaque fois qu'elle arrivait, on savait qu'on allait être servi. Et une fois elle est arrivée, l'avant-dernière fois elle est arrivée, elle fêtait ses 72 ans. Elle est venue, elle a fait tout un tapage. Elle était toute fière d'elle, d'être fraîche, aussi fraîche qu'elle était à 72 ans. On ne lui donnait pas les 72 ans. Elle était bien fraîche pour une maman de 72 ans. Oh, elle a réclamé, il faudrait qu'on lui fasse ses services gratuitement. C'est son jour et tout. On lui a fait ses services gratuitement. Elle est partie. Elle a mis un bon bout de temps avant de revenir. Quand elle est revenue un jour de la semaine. Il était dans les 14 h 14h30. Elle arrive. Mon collègue à l'extérieur faisait des photocopies. Il avait tout un monde autour de lui qui voulait faire des photocopies. Ma collègue et moi aussi, de notre côté, nous étions serrés. Nous n'avions pas de clients avec nous, mais nous étions hyper occupés, pas même moyen de discuter entre nous. Alors je vois la dame arriver. Dès qu'elle entre, je me dis, oh là là, le bavardage sur nous maintenant, je ne peux pas. Dès qu'elle arrive, elle pose sur ma table un vieux billet de 500 francs. Elle dit juste le noir. Parce que dans ces étiquettes, il y avait celle qui avait un fond jaune, celle qui avait un fond vert, celle qui avait un fond noir. Donc quand elle disait le noir, je savais que ok, c'est telle étiquette que je vais imprimer. Elle dit le noir et elle retourne et s'assoit à un tabouret qui était à la porte. Et curieusement, tout ce monde qui attendait de faire des photocopies, personne n'a remarqué qu'il y avait un tabouret vide là. Elle part et s'assoit. Alors là, c'est là où je tic, mais attends. À un moment, si aujourd'hui elle ne bavarde pas, qu'est-ce qui se passe? Je la regarde, je la trouve pâle. Je la trouve grise même, grise comme de la cendre. Je l'ai regardée de la tête aux pieds. Elle a remarqué que je la regardais et elle avait un regard fuyant. Elle ne me regardait plus. J'ai voulu lui demander, mais ma mère, pourquoi tu ne te sens pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit non, et même si c'est 500, j'avais voulu lui attirer son attention sur l'état de son argent, mais je me suis toujours dit, ah non, si je lui parle, ce sera tout un bavardage ici, donc je suis pas d'humeur. Je me suis dit, prochainement, je vais lui demander si elle ne se sentait pas bien.
Mais intérieurement aussi, je me suis dit, la maman, s'il n'a pas l'air... elle n'en a plus pour longtemps. C'est ce que je me suis dit. Et entre-temps, bon, pour la petite parenthèse, j'ai souvent cette sensation-là. Quand je vois une personne, il m'arrive de détecter si cette personne en a pour longtemps ou pas. Ça arrive souvent comme ça. C'est rare, mais ça arrive. J'ai fait ces impressions. Elle est partie. 2 semaines plus tard, il y a une amie qui vient me rendre visite à mon lieu de service. Dans les commentaires, elle me demande, est-ce que tu sais que la maman qui vend les épices était décédée? Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, elle était décédée. Je dis, ah, ça ne m'étonne pas, parce que la dernière fois, elle était ici, elle était vraiment... Elle n'avait pas l'air bien. Et justement, j'ai pensé qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Elle me dit, non, elle est décédée, ça fait 2 ou 3 mois. Hein. J'ai dit, non, ça peut passer que ce n'est pas elle. Elle me dit, non, celle qui venait ici chez toi, là, c'est d'elle dont je parle. J'ai dit, non, celle-là, elle était ici, ça fait 2 semaines, ça ne doit pas être la bonne. Parce que tu sais, il y a 2 femmes qui vendent les épices, donc ça doit être sûrement l'autre. Donc moi aussi, j'ai convaincu mon ami comme ça, j'ai convaincu que non, ce n'était pas la maman-ci. Ok, c'est passé 2-3 jours plus tard, je suis en train de discuter avec mes collègues et je lui ai dit, attendez, vous vous rendez compte, tel ami est venu me dire que la maman qui vend des épices était décédée. Pour le moment, nous tous on a dit non, ça ne peut pas être possible. Si elle te dit qu'elle est décédée, ça fait 2-3 mois, c'est que ce n'est pas elle. Ça ne peut pas être possible. Tu sais que peut-être elle n'a pas la bonne information et tout. C'est passé. Au bout de 2 jours encore, j'ai dit à ma collègue que appelons quand même, parce que là, toi-même tu as vu son état la dernière fois, elle n'avait pas l'air en forme. Appelons quand même son numéro pour voir si elle va bien. J'appelle son numéro. C'est une jeune fille qui décroche. Je lui dis, oh, bonjour ma chérie, je voudrais parler à la maman Épice, la propriétaire du téléphone. Elle me dit, ah non, la maman, c'est ma grand-mère, elle est décédée, hein, elle est décédée. Ah bon? Je joue à la surprise, mais je sais que sûrement elle est décédée, mais on n'a pas la date exacte de son décès. Je demande, mais qu'est-ce qu'elle a eu? Elle était malade? Elle me dit, non, elle s'est fait électrocuter. Elle est sortie de sa douche et elle allait brancher le câble de la télévision. Elle s'est fait électrocuter. Oh là là. Ok, je demande, la veillée, c'est comment le deuil a été programmé, il faudrait me tenir informé. Elle me dit non, c'est passé depuis, elle est décédée le 7 juillet et on a enterré le 20 juillet. Et là où je vous parle, nous sommes le 27 septembre. Nous sommes le 27 septembre. J'ai dit ok, condoléances alors. On était dépassés. On était dépassés. Ça m'a troublé pendant des jours. Et quelques jours plus tard, ma collègue, elle vient au travail, elle me dit, elle a rêvé de cette maman qui est venue à notre service. Elle est venue toujours imprimer. Elle est venue avec un petit garçon. J'ai fait ses impressions. Je lui ai remis ses impressions. Au moment de me payer, elle envoie le petit garçon me tendre le témoin. Vous voyez le bâton que les athlètes se passent entre eux là, pendant la course. Elle demande au garçon de me tendre le témoin. J'ai dit non, c'est l'argent que je veux. La maman insiste que le garçon me tende le témoin. C'est là où ma collègue s'interpose fermement. Elle dit à la maman que ne lui donne pas ce bâton. Ne lui donne pas ce bâton. Si tu n'as pas l'argent pour payer, tu pars. La maman a essayé d'insister, ma collègue aussi a insisté. Et finalement, elle est partie. Donc, et on n'a plus jamais rêvé d'elle. Ça, c'est une histoire qui m'avait beaucoup secoué. Beaucoup. Et pour ce que j'ai dit plus haut, par rapport aux personnes que j'arrive à voir et me dire cette personne ne va plus mettre long. J'avais c'est très court. Hein. J'ai un voisin arrière. Vu qu'il y a une grande barrière qui nous sépare, donc je ne les vois pas trop. Donc, ce voisin, sa maman est venue vivre avec lui, ça fait 3 ans. Elle a fait 3 ans là, sa maman.
J'entendais juste la voix de cette maman, je ne la connaissais pas. J'entendais savoir comment elle dérangeait beaucoup les copines de ce monsieur-là. Les copines ne restaient pas longues avec lui. Une femme venait, faisait 6-7 mois, elle partait. La maman, elle était très nuisible. Un jour donc, je me dis, regarde, lève-toi, cherche quelque chose, tu montes, tu regardes par la fenêtre, tu regardes quand même le visage de cette maman-là. Parce que d'un moment à l'autre, on viendra te dire qu'elle est décédée. Et tu n'auras jamais vu son visage. De quoi tu auras l'air? Ok, je cherche quelque chose, je monte, je lève la tête, je regarde, elle était assise à la véranda. Je l'ai regardée pendant 1 ou 2 minutes. Et je me suis dit, la maman, si elle n'a pas l'air de vivre pour longtemps encore, on en a pas pour longtemps encore. Je me dis, ah, ça va, si elle décède, je l'aurais quand même vu. Là, on est un samedi. Lundi soir, on vient m'annoncer que cette maman est décédée. Elle était allée vendre ses bâtons de manioc en route et elle est décédée. Et voilà, c'était tout pour mon histoire. La morale de l'histoire, ce que j'ai retenu, ce qui m'a plus effrayé, c'est le câble. Le câble électrique de la télé qui peut tuer. Et aussi la prière qui est importante. Allez, ciao. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la team. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Je vais vous conter mon histoire depuis le Gabon. Voilà. La moralité de l'histoire, c'est de garder toujours vos portes fermées. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, je suis un peu grippé. On va faire avec. Ça remonte il y a pratiquement 8 ans de cela. Là, je vivais avec mes parents. Moi, j'habitais dans la première maison de mon père, la première maison qu'il a bâtie. Et lui, à côté, dans la nouvelle maison. Donc, j'habitais avec mon petit frère et mes parents dans la grande maison, comme je disais. Donc, mon frère et moi, nous n'avons qu'une seule clé de la maison à cette époque. Voilà. Et il était vraiment bourgeois. Moi aussi, j'étais bourgeoise, donc c'était vraiment compliqué. Donc, à chaque fois qu'on sortait, on laissait souvent la porte ouverte. Parfois, on cherchait même des clés pendant une semaine après on les retrouvait. Donc, dans la maison où nous habitons, il y avait une porte arrière de la cuisine et la porte centrale. La porte centrale, parfois, pour la fermer, il fallait mettre le coussin derrière. Voilà. Et la porte de la cuisine, il fallait fermer avec une cale de l'intérieur. Et quand nous sommes dehors, on tire juste la porte. Et quand tu veux sortir, tu tires juste la porte. C'était comme ça. C'est comme ça comment un jour, je suis rentré, je pense que j'avais bu ce jour-là, j'ai bu encore le vin. Je suis rentré ce jour-là, vraiment bourré. Et ma mère s'est fâchée, elle m'a réveillé ma fille qui avait 3 ans. Je dors avec ton enfant aujourd'hui. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, j'ai pris mon enfant. Ma fille, nous sommes allés dormir. Aux environs de 24 heures, je suis en train de dormir. Pour moi, c'est comme un rêve. Quelqu'un cogne à la porte. Il m'appelle avec la voix de mon petit frère. Et c'est comme ça comment je me lève. Dès que je vais ouvrir la porte, c'est un fantôme qui rentre. Une espèce bizarre, court avec des poils partout, avec des yeux rouges. Il rentre en flèche. C'est comme ça comment j'ai commencé à crier. Et quand je crie, je réalise que c'est pas le rêve. Comme ça comment quand je crie,
mon petit frère qui m'appelait avec la voix de... mon petit frère qui m'appelait. Quand je retourne vers le salon, je trouve mon petit frère qui est assis en train de dormir sur le coussin au salon. Lui aussi, il était rentré bourré. Il est assis au salon. Et là, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je réveille mon petit frère. Je dis, ben, tu m'as appelé? Il me dit non. Je dis, mais moi, je sais pas. Il y a un truc qui vient de rentrer là. Et puis voilà, j'ai compris comme si tu m'appelais. Et toi, il dit, moi, je t'ai jamais appelé. C'est comme ça qu'il me dit, non, c'est rien, c'est un rêve. Tu t'es levé comme ça, c'est un rêve. Il faut aller dormir. Je retourne dormir. Donc, tout d'un coup, je suis paralysé, comme la paralysie du sommeil là. Je suis paralysé complètement. Je ne criais rien. C'est comme ça comment j'ai essayé de hurler, essayer de hurler avec la force. Rien, la voix ne sortait pas. Quand je crie au nom de Jésus, intérieurement, je me libère. Et quand je me libère, je me lève, je prends mon enfant, je cours au salon. Mon petit frère n'est plus au salon, il est dans sa chambre. Je l'appelle, je dis, ben écoute, il y a quelque chose dans cette maison parce que là, ben, je ne comprends plus rien là. Il me dit, ok, d'accord. Il a dit, il va allumer la torche indigène et il a allumé une torche indigène. Voilà. La torche indigène, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est fabriqué avec la sève de l'okoumé, hein. Bois qu'on appelle l'okoumé, je sais pas trop là. Voilà. Il a allumé ça. Il m'a dit va dormir. J'ai dit moi je peux pas dormir. Il m'a dit va dormir, il n'y a rien. Il est resté au salon assis. Je suis retourné dans la chambre. On dort même pas 30 minutes où les lumières s'éteignent seules. Ah. Mon petit frère qui est au salon crie en me disant que ben, même le machin que j'ai allumé, donc quand la lumière s'éteint, la torche indigène que j'ai allumée aussi s'éteint. Ça c'est quelle histoire? Je suis sorti je suis venu au salon, retrouver mon petit frère, il me dit non, prends l'enfant, on va connaître les parents. Je vais connaître les parents, j'explique aux parents, ils me disent rentre. C'est pour ça que mon petit frère est resté, il a dit moi je vais dormir là-bas, moi je m'en fous. Aux environs de 2 heures, il vient là-bas en courant, couvre-moi la porte. L'affaire est sérieuse. Les autres ont le courant, moi le courant ne fait que se couper là-bas et la torche indigène ne fait que s'arrêter. Il y a quelque chose dans la maison. Ma mère lui a demandé de rentrer, on a dormi. Et le lendemain matin, on avait un homme de Dieu à côté de nous. Le lendemain matin, mon père appelait l'homme de Dieu et tout. L'homme de Dieu est venu asperger l'eau bénie autour de la maison. Et c'est comme ça comment mon père a dit ben, je vais aussi essayer un peu chez les Noirs parce que là, ben, je sais pas. C'est comme ça comment il a appelé l'un de nos oncles, voilà, qui est dans ce domaine-là. Voilà. Un pratiquant, il est un ganga pour mieux dire. Voilà, il est arrivé et puis voilà. Il dit oui, effectivement, il y a un esprit qui est en train d'errer dans le quartier et il a trouvé la maison ouverte. Il est rentré. Ah, c'est comme ça comment il a fait des choses là dans la maison. Il fait partie de l'esprit et puis voilà. 2 jours après, il m'a demandé de rentrer dans la maison, que je ne devais plus rien voir et tout machin. C'est comme ça que moi je suis reparti. Juste à ce que je suis quitté là-bas, je n'avais plus jamais vu quelque chose d'anormal. C'est un peu ça quoi. Donc la morale de l'histoire, c'est de ne jamais laisser les portes ouvertes. Voilà, une porte doit être fermée. À partir de 18 h, les portes doivent être fermées. Parce qu'il y a des esprits qui errent. Ils n'ont pas d'endroit où rester et ils vont rentrer sur les plus dans le corps des plus faibles. Voilà, vous voyez quand il y a des enfants deviennent violents, machin, tout ça là, parfois c'est pas d'eux-mêmes. Ce sont des esprits qui errent, cherchent quel esprit hanté. Voilà quoi. C'est ça. Bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour DMG. Il
bonjour à toute la communauté DMJ. J'espère que tout le monde se porte bien. Et bon retour à toi DMG qui nous a beaucoup manqué avec toutes ces histoires qui nous édifient, hein, voilà, au quotidien. Je viens avec une histoire que j'ai eu à t'envoyer il y a quelques mois déjà, mais j'ai jamais eu l'occasion de l'écouter diffuser. Donc, je ne sais pas si c'était dû à la façon de la raconter, la longueur, je ne sais pas. Mais je tente de la relater à nouveau et espérer voilà, que tu vas trouver l'histoire assez intéressante pour pouvoir la diffuser. Alors, l'histoire se déroule à Chang il y a une dizaine d'années. C'est à Chang que j'ai fait mes études supérieures. Et quand j'arrive donc à Chang dans les années 2000, je retrouve ma sœur avec qui je vis dans une mini-cité, vraiment une mini-cité, c'était à peine 4 ou 5 chambres. Et en face de nous, il y avait une maison individuelle dans laquelle vivait un monsieur. Et à peine j'arrive à Chang, ma grande sœur, elle m'appelle en aparté et elle me dit très sérieusement que dans cette maison, je ne veux pas que tu aies le moindre rapport avec le monsieur qui y vit, parce qu'il se dit dans la ville qu'il traficote avec des choses un peu mystiques, mystérieuses, et que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle sa femme a dû quitter le domicile conjugal, parce qu'effectivement le monsieur vivait là-bas uniquement avec un jeune homme. Il se trouvait que ce jeune homme était un membre de sa famille. Donc le monsieur a eu à m'aborder une ou deux fois, un très bel homme d'ailleurs, il faut le dire, grand de taille, beau, il travaillait au rectorat de l'université. Le monsieur, donc, il m'a abordé une ou deux fois. Évidemment, comme je t'ai avisé, je m'étais montrée quand même assez distante dans les relations que nous pouvions avoir. C'était le bonjour et on s'en tenait à ça. Et à un moment, quand il avait même vu ma réticence à sa proximité recherchée, il avait fini par se rétracter aussi. À un moment, même le bonjour ne me le disait plus et on était comme ça. Donc, tout se déclenche donc quand je quitte le quartier et que je vis désormais au campus universitaire. Alors, un matin, au campus universitaire, il commence à se murmurer dans la cité, à l'université, dans la ville, qu'il y a une jeune fille qui aurait été victime d'un serpent dans un hôtel. Tractation faite, on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Et au fur et à mesure que le commérage commence à se faire, les racontages se font, on commence donc à avoir une idée finalement de ce qui s'est passé. Ce qui se serait donc passé, c'est que la jeune fille vivait avec sa copine, deux jeunes étudiantes. Elle venait à peine d'arriver dans la ville, dans un quartier, un autre quartier dans la ville de Chang. Et la jeune fille donc a fait la connaissance de ce monsieur-là. Et elle en a parlé à sa copine, disant à sa copine de chambre, avec qui elle partageait la chambre, que voilà, j'ai fait la connaissance d'un monsieur, il travaille au rectorat, il est très bel homme, voilà, il s'occupe bien de moi et tout. Et elle était donc dans la relation avec cet homme-là. Et il se trouve donc que sa copine n'avait jamais rencontré le monsieur en réalité. Donc il semble que l'histoire venait à peine de commencer hier. Donc c'était vraiment dans les débuts de leur histoire. Et un jour, un soir en fait, elle dit à sa copine qu'elle a rendez-vous avec le monsieur. Elle ne donne ni le nom ni rien. Elle a rendez-vous avec le monsieur. Tout ce qu'elle avait dit à sa copine, c'est qu'il bosse au rectorat. Elle a rendez-vous avec le monsieur. Le monsieur va venir la chercher, ils vont partir. Donc, lorsque le monsieur est arrivé non loin de son domicile, il lui a dit qu'il était là, garé dans le véhicule. Comme c'est responsable là, en général, quand il flirte avec les jeunes étudiantes, il préfère que ça se passe vraiment en cachette, en catimini. Là, ils ne veulent pas trop s'exposer. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionnait. La fille n'a donc pas trouvé d'inconvénient. Elle a donc dû revoir sa copine. Elle allait rejoindre le monsieur qui l'attendait en route dans le véhicule. Et ils sont partis. Ils sont arrivés dans un hôtel. C'est un nouvel hôtel aussi dans la zone, dans la ville, je vais dire. Je connais même bien cet hôtel, hein, mais je ne vais pas citer le nom. Ils sont donc arrivés à l'hôtel. Ils ont pris un peu de temps au réfectoire de l'hôtel. Et après, ils ont pris une chambre. Ils sont montés. Alors, il se trouve que quand ils montent,
Le barman, le réceptionniste plutôt, il entend des cris à un moment donné dans la nuit. Il entend des cris en haut. Le réceptionniste, ça c'est son témoignage. Quand on a commencé à recouper un peu les faits, le réceptionniste commence donc à monter, à grimper, à grimper. Quand il arrive, comme il a le double des clés, il ouvre la porte et qu'est-ce qu'il voit? Un énorme serpent. La fille était dans la gueule du serpent, donc il ne restait que les pieds qui se battaient comme ça. Quand le réceptionniste a vu ça, il a d'abord été tétanisé sur place quelques secondes avant de réaliser qu'il fallait qu'il appelle de l'aide. Il a tiré la porte, il est redescendu, commencé à crier et à appeler au secours. Alors, le temps que les gens arrivent et tout, on monte dans la chambre. La chambre est vide. Il n'y a que le corps de la fille étendu sur le lit, morte. Le monsieur, le réceptionniste, donc, puisque quand le monsieur était arrivé, il avait entendu le bruit du véhicule. Donc, il s'est dit que le monsieur a sûrement un véhicule et il est descendu à la réception pour voir s'il y avait un véhicule. Hein. Peut-être que ce jour-là, c'était quand même un nouvel hôtel, parce que c'est un hôtel que je connais. Peut-être ce jour-là, il n'y avait pas grand monde qui était véhiculé ou le monsieur était le seul qui avait le véhicule, je ne sais pas. Le réceptionniste dit qu'il est descendu rapidement au parking pour voir si le véhicule dont il avait entendu le bruit à leur arrivée était encore là. Et quand il est arrivé, il n'y avait pas la moindre trace du véhicule. Voilà les faits. Alors, c'est donc à partir de l'hôtel que l'histoire commence à se propager dans la ville. On a retrouvé le corps d'une fille dans un hôtel, une jeune fille, et apparemment, elle a été victime d'un homme qui se serait transformé en serpent et tout. Et entre-temps, sa copine qui est restée au quartier, qui est dans la cité, entend aussi les rumeurs qui circulent concernant une jeune fille dont on a retrouvé le corps dans l'hôtel. Mais sur le coup, elle ne fait pas le rapprochement avec sa copine. C'est donc à un moment, quand apparemment la petite, avec peut-être ses pièces d'identité, on a fini par l'identifier, que le nom également a commencé à se faire connaître, que sa copine réalise donc en fait, il s'agit de sa cochambrière. Et c'est elle qui commence donc à raconter qu'en réalité, la fille lui aurait dit que voilà, elle avait un copain avec qui elle flirtait, qui serait au rectorat et tout. Elle a peut-être essayé de donner une ou deux descriptifs peut-être de ce que sa copine défunte lui disait souvent, qui fait en sorte que les gens ont fait tellement de rapprochements que les gens ont commencé à penser qu'il s'agissait effectivement de cet homme-là, mon ancien voisin. Donc, les enquêtes ont commencé à être menées et tout. Mais bon, les enquêtes, on n'en entendait plus parler parce que bon, là, ça devenait très confidentiel. Les rumeurs allaient bon train, mais à un moment, avec le temps, l'histoire commençait à se tasser. On était presque dans les oubliettes, mais on va dire 1 mois, 2 mois plus tard. Sauf que j'avais un ami qui travaillait aussi au rectorat et eux, là-bas, ils avaient fait beaucoup de rapprochements avec les faits, avec, je vais dire, le comportement nouveau que leurs collègues avaient, aussi avec les suspicions qui tournaient depuis longtemps autour de... Vous savez qu'il n'y a pas de fumée sans feu, rien ne se cache. À un moment, les gens commençaient à faire des petits rapprochements qui faisaient en sorte que les indices de plus en plus portaient à faire croire que c'était ce monsieur qui était l'inconnu, voilà, qui aurait été retrouvé... je vais dire qui avait assassiné la jeune fille à l'hôtel. Et donc j'avais, comme je l'ai dit, une connaissance donc au rectorat aussi, qui m'a raconté une histoire à faire froid dans le dos quelques mois plus tard, alors que dans les esprits, l'histoire commençait à se tasser. Un jour que nous étions en train de partager un peu avec des amis, il me dit, on a évoqué ce sujet justement dans les conversations, et lui il nous dit, mais comment vous osez douter? Vous êtes dans le doute. Nous, les collègues et tout, on sait pertinemment que c'est lui. D'ailleurs, quelques jours après, il est tombé malade. Et c'est là qu'il nous annonce que le monsieur, après les événements, serait tombé malade et qu'il avait une maladie bizarre. Il ne venait plus au bureau. Il restait dans son domicile cloîtré là-bas. Il ne voulait voir pratiquement personne.
Et c'est là que ma connaissance continue en nous racontant qu'ils ont un collègue qui a vécu une histoire traumatisante avec le monsieur, que leur collègue donc était allé rendre visite au collègue malade, donc le serpentologue en guillemets, et que lorsqu'il est arrivé, il a trouvé le jeune homme qui vivait avec lui. Et le jeune homme l'a introduit dans la chambre où le malade était couché. Apparemment, il se levait plus de son lit. Il dit quand il est entré, on l'a enfermé à l'intérieur. Donc, quand il est entré, le jeune homme a fermé derrière, peut-être pas à clé, mais il a tiré la porte. Une réaction qui lui a quand même semblé un peu bizarre. Je viens voir le malade. Bon, après, il s'est dit peut-être que le malade avait peur d'un courant d'air, peut-être qu'il ne supportait pas, je ne sais pas trop quoi. Il s'est dit peut-être que c'était dans la routine. À chaque fois qu'il recevait une visite, donc il s'est assis en face du malade. Et pendant qu'il causait avec lui, parce qu'il a remarqué déjà que le monsieur était couvert, je ne sais pas si c'est des ecchymoses, c'est-à-dire sa peau se détachait un peu comme des écailles et tout. Bon. Après, il s'est dit, bon, peut-être aussi le fait qu'il ait dormi longtemps et tout. Il n'avait pas trop d'arrière-pensée, mais il était quand même assez mal à l'aise vu les rumeurs qui circulaient. Il dit qu'à un moment, pendant qu'il causait avec le monsieur a eu un réflexe bizarre, comme s'il se levait brusquement du lit comme ça, en poussant un soupir un peu bizarre. Vraiment, il dit, ça ressemble, c'est-à-dire ça avait tout l'air de quelqu'un qui est sous l'emprise d'un reptile, soit de reptilien qui vraiment, il dit, il a pris peur. Et c'est à ce moment que il était vraiment de plus en plus mal à l'aise et il a fini par se décider à prendre congé. Il a transmis une fois de plus ses souhaits de prompt rétablissement. Peut-être il s'est levé, il est parti. Il dit que lorsque leur collègue leur raconte cette histoire, leur collègue a encore froid au dos au moment où il leur raconte ça. Et que leur collègue leur a dit ce jour que s'il y avait encore une seule raison de douter, ce jour-là, il a su que cet homme était ce serpent qui aurait assassiné la jeune fille. Donc, cette idée-là davantage découragé même ceux qui avaient encore envie d'aller lui rendre visite. Et il a donc mis un certain temps dans cet état de maladie. À un moment, on nous a appris que sa famille était venue le récupérer pour l'amener chez des praticiens pour un meilleur suivi et tout. Mais bon, comme forcément, lui, il était responsable de l'origine de son propre mal. Peut-être parce qu'on l'avait vu au moment où il posait son forfait, que finalement, personne n'a pu le soigner. Et quelques mois plus tard, on nous a simplement annoncé que le monsieur était décédé. Voilà. Donc, c'est une histoire que j'ai vécue de manière indirecte, mais j'ai rencontré des personnes qui ont connu, je vais dire, qui ont eu des témoignages beaucoup plus directs concernant cette affaire. Et surtout que moi, à un moment, j'ai connu cet homme et j'ai également été mise au fait, voilà, des suspicions qui tournaient autour de lui. Donc, c'est cette histoire que je voulais partager avec toi, GMT, avec toute la communauté. Et je crois que c'est une histoire assez claire. Hein. Les leçons se tirent d'elles-mêmes, découlent d'elles-mêmes. Comme quoi, le monde est vraiment mystérieux, méchant. Et on ne devrait pas faire confiance à n'importe qui. Voilà, il faut être très prudent, surtout les jeunes filles. Vraiment, l'amour de l'argent, l'amour de la facilité, il faut éviter au maximum. Prendre le temps de travailler sa vie, de cultiver, d'accepter la souffrance, le moment de difficulté, mais d'avoir des objectifs de vie qui vont vous permettre plus tard de pouvoir être autonome, voilà, financièrement, et ne pas tomber facilement dans les pièges des uns et des autres simplement pour un besoin financier. Voilà. Alors merci à tous et bonne continuation à toi DMG, bien des choses. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant on passe à la 4e histoire. Bonjour la communauté DMG, bonjour DMG, j'espère que vous allez bien. Je suis venue vous raconter une histoire. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu constamment. J'ai besoin de votre conseil pour savoir vraiment c'est quoi.
Avant de commencer l'histoire, je vous invite à taper, liker, partager, parce que ça nous aide. Franchement, moi, ça m'aide personnellement. Ok. Mon histoire, pas quand même duré que ça a commencé, mais dès que je faisais la 3e, j'avais avec une camarade de classe. Elle, on avait le même âge, mais on la voit plus petite parce que depuis la naissance, elle souffre d'une maladie. Donc, elle ne se développe pas, quoi. Elle avait, en ce temps, avait de 15 ans, mais tu la vois, tu peux lui donner 8 ans. Et elle n'entendait pas bien. À chaque fois que j'arrivais en salle, j'ai crié dans ses oreilles. Je prends un peu, comme puis, je lui nomme Yasmine. Quand j'arrive en salle, j'ai crié dans ses oreilles, Yasmine, bonjour. Même au rassemblement, c'était comme ça. C'est là que on a composé le bébé, c'est tout. Elle a eu, j'ai eu. Elle est partie en Gaoundéré, fréquenter. Quand elle arrive là-bas, quelques temps après, parce qu'on faisait la seconde, alors quand elle est partie là-bas, on m'appelle, on me dit qu'elle est décédée. Je dis qu'elle est décédée comment? On me dit, ah, la fille est décédée. Ça me dérangeait, je dis que la fille va être décédée. Bon, je n'ai pas trop cherché, juste moi, ma maman a appelé son père dit oui, c'est vrai. Je dis ok, ça va. 2 jours après, je la vois dans mes rêves. Elle me montre une voiture. Elle me montre une voiture. J'ai vu de la voiture là 3 fois. Et cette fille me montre la voiture. Et puis, je commençais quoi à paniquer. Je voulais dire à ma mère, mais je cessais de rêver. Après, l'autre fois, quand je rêve encore, elle est dans la même voiture, mais le tout c'est avec un de mes camarades de classe. Et lui aussi, en 3e là, je m'entendais aussi avec lui. Lui, on revisait ensemble, on ne s'entendait pas bien. Donc déjà, aujourd'hui, on est ensemble, on n'est pas ensemble, on revisait ensemble, on faisait tout ensemble et on a bagarré cette année encore avec le gars. C'est alors là que, quand elle me montre la voiture, elle avait mon camarade de classe dedans. Donc mon camarade de classe, c'était comme il me faisait rien, il me fixait seulement du regard. Première fois, j'ai rêvé, c'est passé. 2e fois, j'ai rêvé, c'est passé. 3e fois, quand j'ai rêvé, le lendemain, je suis partie à l'école. On m'annonce que mon camarade de classe est décédé. C'est quoi? Et l'affaire là m'a fait mal. Je n'ai jamais pleuré comme j'ai pleuré ce jour pour mon camarade. J'ai tellement pleuré. 1 semaine. Je ne pouvais même pas lire. Je ne pouvais pas aller à l'école. Tellement l'affaire là me faisait mal. Et on avait affiché les affiches là dans tout l'établissement. Dans notre salle, à 2 endroits. Donc je ne pouvais pas. À chaque fois que je les mesure, quand je vois l'âme coule. Au fond et devant. Ça s'est passé. On a digéré, c'est passé. Moi, j'ai dit que c'est déjà passé, elle ne vient plus, ça va. Un jour, elle vient dans mes rêves. On cause. Bon, je n'ai plus peur, c'est déjà devenu comme une habitude. Mais ça fait déjà 3 à 4 jours. Parce que quand on a fait les résultats, donc les résultats sont sortis du probatoire. Quand les résultats sont sortis, il y avait une que je m'entends aussi avec elle. Donc, on savait que nous, elle va voir. C'est la fille, on dit la fille, l'intelligence de la salle, quoi. Elle rate. Depuis même, elle ne venait pas à l'école, moi, je cherche ma part. C'est là que, dans mes rêves, la fille, elle vient. Donc, ça ne me dérange plus. Elle cause. C'est là que on nous remet. Donc, bizarrement, dans mes rêves, on est en train de remettre les diplômes. Et quel diplôme? On nous ramène en arrière. Le BEPC. Ma camarade qui était décédée, elle a eu la première note, elle a eu 18. Le deuxième qui est décédé, il a eu 17. Et cette fille-là, dans le rêve, la fille m'a dit qu'elle aussi, elle est décédée. Et que si elle n'est pas décédée, elle va décéder. Elle a aussi eu 17. Elle m'a tellement choquée que je commence
Donc, comme toi, tu es décédé, tu es revenu. Ça ne fait rien dire que si c'est que elles veulent vivre aussi, elles veulent ce que c'est réincarné ailleurs. Donc, elles vont se matérialiser ailleurs, que ce soit dans quelle ville, mais où on ne les connaît pas. Comme elle est revenue ici, donc comme dans le rêve, comme si elle vivait déjà ici, dit que comme moi je suis revenue ici, n'est-ce pas? Vous m'avez accepté. Est-ce que quelqu'un va avoir peur de moi? Je suis restée. Ah, c'est le rêve. C'est quand je me réveille, je reste. Donc, quand tu me fais le rapprochement, je dis, si c'est que c'est la vie, si c'est qu'elle veut vraiment tuer, ou c'est quoi, je sais pas. Donc, c'est pour ça que je raconte mon histoire pour que vous me donnez un peu les conseils dessus. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Bonjour DMG, bonjour la famille et la team. Alors, je sais pas, j'hésite. En fait, c'est une histoire, hein. Je vais l'appeler, j'aime pas donner les titres, voyez-vous, mais bon, je vais l'appeler mon double. Voilà, mon double. Bon, l'introduction va permettre déjà d'entrer en matière. Bon, les gosses, une fois, ils n'étaient pas là. Ils étaient peut-être à 2 heures de la ville. Vous savez, ils vont vadrouiller comme ça, ils se tapent un mois là-bas. Faut bien que jeunesse se fasse, disons. Et ils reviennent en catastrophe. Oh, maman, la daronne, tu sais quoi? Nous étions assis là-bas et tout. Et bon, on va dire c'était en Italie, c'était pas loin. Et puis on a vu un des potes qui était dans la bande. En fait, ils ont vu le pote en question, on va l'appeler Mathieu. Mathieu, avec ses amis, dont les gosses, ils ont vu Mathieu, et Mathieu était là, passant, en fait, devant eux dans une voiture. Voyez-vous, avec les mêmes vêtements dont l'autre, le Mathieu, le faux, ou on ne sait pas trop quoi, il s'est bien retourné et a regardé la bande. Mais c'est fou, quoi. Donc, je sais quand même que plusieurs personnes ont vu des doubles comme ça. Et c'est pas une histoire de revenant, mais vraiment ton double, ou le double d'une personne. Bref, ça c'était l'introduction. Je vais aller très vite. Alors, personnellement, et je tiens vraiment, mais vraiment à m'excuser, parce que j'ai coupé beaucoup de liens, mais beaucoup de liens, changé de ville, tout changé. Les gens, des fois, ils comprennent pas pourquoi on peut être dans le silence comme ça, et voilà quoi. Je sais très bien qu'ils reconnaissent ma voix, je sais très bien, voilà, ils savent très bien que mes histoires, c'est toujours du vrai. Je prends toujours ce... encore, il y en a qui me racontent mes propres histoires, alors. Donc, une fois, ça fait plus d'une dizaine d'années, raison pour laquelle, vraiment, je m'excuse parce que j'ai coupé les contacts et je ne suis plus allé au bled. Qu'est-ce qui se passe? À moins de 5 ans, j'ai perdu vraiment mes parents, mes grands-parents. Des fois, il y a comme ça. En 1 an, en 5 ans, il y a tout le monde qui se barre. Et finalement, on se dit, waouh, j'ai vieilli, quoi. J'ai plus personne. Je peux pas appeler mamie, je peux pas appeler papa, je peux pas... Voyez-vous? Bon, après, on fait avec. Alors, je reçois un coup de fil. Après tous ces deuils-là et tout, j'étais fracassée. Donc, j'ai fait plus d'1 an, je suis plus allée au bled. Voilà. Je voulais penser mes blessures, je me remettais en question. Il fallait beaucoup faire son deuil. Tous les deuils, il fallait les faire. Donc, presque 2 ans plus tard, les réseaux sociaux, les machins, après je me suis déconnectée. Hein. Franchement, on n'a pas de mes nouvelles. J'ai l'appel comme ça d'un cousin par alliance qui me dit, ouais, mais
T'es pas, t'es pas revenu, t'es pas repassé. Je suis pas repassé où? Revenir où? Non, mais attends, mais t'es passé là, ça fait un mois. Moi? Bah oui. Nous étions assis là avec les potes, voilà, à taper les divers là en route comme ça. On a vu une super belle voiture, vitre fumée 4x4 et tout, rouge. Et t'étais au volant. Et puis c'est comme d'habitude, c'était une surprise comme t'as l'habitude et tout. Et t'as garé, et t'es descendu, t'as embrassé tout le monde, t'étais encore plus... Voilà, on savait que t'étais bien touché la dernière fois, mais là, t'as pris la bonne mine, t'as embrassé tout le monde. Quoi? Moi? Ben oui, toi, attends. Écoute, j'ai quand même... tout le monde a soit une cicatrice, soit ceci, soit une marque, soit un grain de beauté. Ben, tu peux pas me confondre. C'est pas... J'ai plein de frères et sœurs. Mais non, arrête. Oh. Qui peut te confondre? Mais qui peut te confondre? Tu rigoles ou quoi? T'étais là, t'es venu, tu nous as embrassés, t'as donné à boire là-bas au bar, t'as laissé pour 4 bières pour tout le monde et tout. T'es allé voir même les mamies là-bas. Gna gna gna. Quoi? Moi? Ben oui. Attends. Dis-moi. Et je suis pas allé... Bon, la soi-disant moi n'est pas allée dans la maison familiale quand même. Mais non, t'as dit que tu revenais, donc nous sommes habitués, on a donné on savait que t'étais là. Mais 1 semaine, 2 semaines, on s'est dit comme d'habitude, peut-être t'es séparé, mais quand même. Je dis quoi? Moi j'étais là-bas? Mais j'étais, mais tu, quoi? Je me suis dit, ok. Je vous jure, j'ai raccroché. Je suis rentré chez moi. Je suis parti devant le miroir. Mais devant le miroir, je me suis regardé droit dans les yeux. J'ai douté de moi. J'ai douté de mon existence. J'ai douté de mes facultés. Je me suis dit, attends. J'ai un double. J'ai un deuxième moi. Je suis pas jumelle quand même. J'ai un deuxième moi qui se permet d'aller dans ma famille, mon pays, mon continent, mon quartier, embrasser tout le monde, avec les 4x4 rouges, dernier cri de quelle marque? En plus, le mec il dit c'était une marque, mais quelle marque? Moi je sais même pas, on connaissait pas la marque là et tout, je sais pas, on s'est dit bon, c'était forcément une nouvelle marque, et puis bon, comment ça une nouvelle marque? Comment ça une nouvelle marque? 4x4 rouge, fumé. Mais ça fait, attendez, ça fait un peu beaucoup quand même, hein. Waouh. J'ai embrassé tout le monde. Moi, j'ai embrassé tout le monde. Va falloir... je suis resté comme ça. J'ai eu la chair de poule. J'ai arrêté de sortir. Je me suis enfermé chez moi. Je me faisais livrer mes courses. Je descendais plus des poubelles. Je me suis dit, il y a un deuxième moi qui se balade partout, qui se pavane. Mais, attends, imagine si t'es marié, t'as des gosses et tout ça. On peut te remplacer comme un clown. Le jour où tu réapparais, je sais pas, et je me demandais, est-ce que je suis morte? Mais est-ce que je suis morte? Voyez-vous, c'est pour ça que je prends avec rigolade cette histoire de revenants. Et la plupart, quand on dit revenants, ils ont toujours une vie meilleure, quoi, tu vois. Le pognon, les jets privés, les machins, tu vois ce que je veux dire? À part, bien sûr, ce que, soi-disant, on a vendu. Je vous assure, il y a des mondes parallèles. Mais mon double, mais attends, j'ai pas bougé. Je n'ai pas bougé, je vous jure que je n'ai pas bougé. Et moi je me suis dit, elle a du culot, mais elle a du culot celle-là. Elle se fait passer pour moi. Attends, je me suis téléporté. Mais c'est pas moi. Ouais, t'étais habillé comme ça, gna gna. Je sais quoi?
J'ai tellement eu peur. Ça a joué sur toutes ces années. Je me suis déconnectée. J'ai pris tout ce que j'avais comme bijoux. Et je vous dis, c'était pas du toc. J'ai balancé dans la poubelle. J'ai mis fin, comment dire, en fait, j'ai fait le deuil de moi, quoi, en fait. J'ai changé. J'ai vraiment changé. J'ai tout changé. J'ai laissé tout l'appartement, tout. J'ai changé de ville parce que je me dis, et si je la croise? Elle va faire quoi? Elle va me check, elle va m'embrasser, elle va me faire la bise. C'est pas vrai. Si elle va déjà, si ça se trouve, elle fait le tour du monde entier. Hein? Comment ça? Comment ça, si? Mais nom de Dieu, ta famille ne peut quand même pas t'ignorer. Comme ça, jusqu'à embrasser, gna 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 gna. Mais en plus, plus que moi encore. Elle a le culot d'être, elle est encore plus belle, elle était encore plus radieuse, elle met vraiment la voiture. Mais attends. Écoute, je me suis dit, tu sais, des fois tu te dis, à la fin je me suis dit, ça me fait du boulot en moins, quoi, tu vois. Si elle se balade comme ça, elle aime ma famille, mon deuxième mois, bon, moi je lui laisse, hein. Moi je sais pas, qu'elle prenne ma famille, qu'elle prenne mes amis, qu'elle vive ma vie. Quel genre d'esprit, mais qui fait ça? Vraiment, je me suis dit, c'est les réseaux sociaux. Il y en a pas net qui prennent ton image. Voyez-vous, je vous assure, je me suis déconnecté. Mais vraiment déconnecté, hein. De chez déconnecté, hein. J'ai changé de ville, j'ai tout changé. Bam, tac, 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 tac. Je suis passé d'une vie à une autre. J'ai changé tout. Numéro de téléphone, bam, 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 bam. Mais vraiment tout. Aujourd'hui encore, il y a moins de 20 personnes qui ont mon numéro de téléphone. Et ça fait plus d'une dizaine d'années, je n'ai pas donné de nouvelles. Et même aller au pays, même, ça dit, je ne sais pas quand je pourrai aller. Une personne comme moi, je vais dire, j'ai pas peur, j'ai vécu tellement, mais tellement de choses. Vous savez, moi, je suis né comme ça. Chaque année, en un an, je vis l'équivalent de 10 années d'expérience, quoi. Tu dis, mais c'est quoi ce karma? Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Après, finalement, on accepte, tu vois. Mais ce vécu, cette histoire-là, de mon double, je n'ai jamais avalé ça. Et moi qui aime rigoler, ça ne me fait pas rigoler. Je peux vous dire, je prends tout au second, au troisième, au cinquième degré. Moi, ça, jamais. Elle veut ma place, elle veut ma famille, gna gna gna, elle veut ma vie. Tiens, prends mes immeubles, prends tout, fais, réalise-toi, fais ce que tu veux, fais tout ce que j'avais programmé à faire. C'est bon, je me retiens. Je vous assure que je me suis retiré. Ça choque. Déjà, c'est choquant de voir un parent qui a disparu, qui réapparaît là-bas, soi-disant des revenants. Mais on te dit qu'on t'a vu. On signe, on insiste, on persiste. 12, 13, 14 ans, je ne sais pas si ça fait 15 ans, ça, je ne veux plus compter. Je ne veux vraiment, ça fait une dizaine d'années, je ne veux plus savoir. Hein? Si quelqu'un vit ma vie, si quelqu'un se fait passer pour moi, c'est bon. Moi, je prends des vacances, je vais au soleil et je reste à l'ombre, je bois un truc, quoi. Ça fait plus de 10 ans, ça ne m'amuse pas du tout. Ce n'est jamais passé, je n'ai jamais accepté ça. Mais franchement, il y en a qui disent « Ouais, n'importe quoi, tellement... » et tout. Je lis souvent les commentaires, je suis là, je rigole bien. Et je vois, vous savez, nous sommes une famille. Il y a de l'échange, voilà. Il y a des conseils. Mais arrêtez souvent de dire... la jeunesse n'est pas une excuse, d'accord? On ne peut pas dire des fois « Ah oui, vous avez dit ceci ». Il y a un manque de respect, c'est le minimum. Manquons pas de respect à certaines personnes. Il y en a qui sont pas bien, qui reviennent pas. Ça limite la famille. Nous sommes nombreux
tous les coins comme ça et tout. Ouais, ta voix, ton vocabulaire et ton français et... Non, déjà, c'est bon. Soyons vraiment sympas, hein. Et même si ça passe pas, réfléchissons avant de faire certains commentaires parce que moi, j'en ai beaucoup lu sur certaines personnes. Ça, moi encore, moi je prends rien pour moi, mais quand je vois pour les autres, ça me fait super mal, super mal. Je vois pas pourquoi on peut perdre sa vie, se lever pour une, deux, trois histoires. C'est pas un film, c'est pas la rigolade. La famille, c'est pas la rigolade. Je rigole beaucoup, mais quand on me dit que j'ai un deuxième mois, ça ne passe pas. C'est du sérieux ce qu'on fait chez DMG. C'est du sérieux. Bon, il faut que je respire. C'est la petite daronne. Je vous aime bien, la famille. Et je vous dis merci. Merci. Je ne sais pas si c'est long ou pas. Merci. Au revoir. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG TV. Je suis l'une de tes abonnés qui te suit depuis très longtemps. Et vraiment, je t'encourage beaucoup pour ce que tu fais pour le concept. Vraiment, c'est un super concept. Ça nous permet de nous édifier. Moi particulièrement, avant, j'étais quelqu'un qui ne s'intéressait pas trop aux choses mystiques, aux choses comme ça. Mais qui tout le temps a fait des choses, qui avait des trucs, mais qui n'acceptait pas, quoi. Vous voyez un peu Donc, j'ai beaucoup d'histoires comme ça, de mon enfance jusqu'à présent, déjà dans le mariage, j'ai toujours des histoires, j'ai toujours... Pas plus, je vais te raconter une de mes histoires qui date seulement d'un an. En fait, qui date d'un an, je peux le dire comme ça. C'était l'année passée. En août, j'ai amené mes enfants en vacances avec mon mari. Et c'était en août. Et je devais avoir une fête. Parce que là, dans le pays où je me trouve, lorsqu'un enfant va à l'asile, on organise une fête. On organise une fête et c'est dans leur culture ici comme ça. Donc j'avais programmé la fête de l'enfant en septembre. C'était le 7 septembre comme ça. J'ai programmé la fête de l'enfant. Et nous avons voyagé en août pour aller en vacances avec mon mari et les enfants. J'arrive là-bas, je suis quelqu'un que bien que je ne croyais pas aux choses mystiques, mais je suis quelqu'un de naturellement qui a la tête ouverte, quoi, parce que je vois des choses. C'est pas que je vois vraiment, mais j'ai des rêves prémonitoires. Pour être plus explicite, j'ai des rêves prémonitoires. Quand je rêve quelque chose, sois-en sûr, ça va arriver. Et j'ai commencé vraiment à me prendre en charge, à croire au mystique quand ma maman est décédée en 2022. Là, j'ai compris que je n'avais plus personne pour prier pour moi, pour prier pour moi, pour intercéder pour moi, parce que je n'avais plus de grand-mère, de grand-père, de père, tout, donc orpheline de mon état, avec mes frères et sœurs. Je me suis dit, bon, il faut que je me lève dans la prière et que je commence à m'édifier. C'est vrai, avant que ma maman ne décède, j'écoutais déjà les histoires de DMG, mais j'écoutais. Mais bon, je me disais que ça arrive seulement aux autres, quoi. Bon, bien que j'ai vécu certaines choses que je n'arrivais pas à les expliquer. Bon, comme pour revenir à mon histoire, je parlais donc tantôt de l'an dernier, en 2023, en août 2023. J'arrive donc en vacances avec mes enfants et mon mari. Je rêve, une nuit, je rêve que lors de la dite fête, ça devait être une grille organisée dans un parc. Lors de la dite fête, je fais une réunion, je fais vraiment une réunion, pas dans le rêve, hein, je fais une réunion,
c'est un peu pour expliquer l'histoire. Je fais une réunion avec, j'ai un groupe de 12 personnes avec lequel on est ensemble depuis peut-être 8 ans. Donc, je rêve que ce groupe est venu à la réunion. Ils sont venus à une... Ils sont... Ah non, pas à la réunion. Excusez-moi. Que ce groupe est venu à cette fête lorsque je me tenais au lieu de la dite fête, au lieu de la grille. Je les ai vus venir et ils sont venus. On a fêté. Après, ils sont partis. Et du coup, je me suis retrouvée dans le noir. Je me retrouve dans le noir. Je ne sais pas où je suis. Mais devant moi, il y a un hibou qui m'observe attentivement, qui m'observe vraiment. Et je me suis dit, waouh, pourquoi est-ce que le hibou m'observe comme ça? J'ai observé l'hibou, il m'observait, je le regardais, il me regardait. Et lorsque je me suis réveillée le matin, le rêve là m'avait chamboulé. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Quand je me lève donc, je dis que ok, vu que je suis en vacances, aujourd'hui les enfants vont s'amuser, mais moi je ne vais pas m'amuser. Je vais prendre une journée de prière. Je suis allée m'installer quelque part, DMG. J'ai prié toute la... J'ai lu les psaumes, j'ai prié, j'ai annulé le rêve. J'ai prié toute la journée. Et j'ai raconté l'histoire du rêve à mon mari. Et il n'a rien dit. Et voilà, le jour de la dite fête arrive. Les gens que j'avais vus dans mon rêve exactement arrivent de la même manière dont ils étaient arrivés dans le rêve. Et qu'est-ce qui se passe? On fête ensemble, la nuit tombe, parce que en Europe, la nuit tombe, en été, la nuit tombe un peu tard, vers 22h, comme ça, parlant. La nuit est tombée, ils sont partis. Il y en avait encore quelques-uns là, mais ils sont partis. Je te jure, DMG. Mon mari est parti avec les enfants dans la voiture. J'avais quelques trucs que je devais porter là, je porte. Et du coup, je me retrouve dans un endroit où je ne reconnais plus où je suis. Je ne reconnaissais plus là où j'étais. J'étais perdue. Pour retrouver la voiture, je ne savais pas où j'étais. J'ai appelé mon mari. Il m'a indiqué et il est venu me chercher. On s'est retrouvés. Je rentre à la maison le même jour. Je remarque sur le cou, sur mon cou, du côté droit, que j'ai eu une piqûre. Une piqûre, je ne sais pas si c'était d'abeille ou de quoi, je ne sais, que ça a gonflé. Je dis ok. Je commence à penser à mon rêve. Je dis ok, une piqûre d'abeille. Si c'est l'abeille, je vais frotter du citron, je vais frotter tout ce qu'il faut frotter là. Et ça va partir. DMG, depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, nous sommes en août, nous sommes aujourd'hui le 29 août, tantôt, 2024. Ce bouton est installé sur mon cou, sauf quand tu l'appuies, tu as l'impression qu'il y a un fer dedans. Tous les jours, après j'ai mon huile d'olive bénite avec du sel, je frotte dessus tous les jours, ça fait tellement mal, mais c'est là. Parfois j'ai l'impression que ça descend au niveau de ma poitrine, ça me fait mal. J'ai même eu l'intention d'aller pour qu'on opère. Je suis allée voir mon médecin. Elle m'a demandé d'aller chez le dermatologue. Ils ont dit oui, ils peuvent opérer, ils opèrent. J'ai peur d'aller opérer, que ce soit quelque chose qu'on m'a mis mystiquement et
que j'opère, ça... Il savait que ça soit autre chose, quoi. Mais là, jusqu'à l'heure où je vous parle, ce truc est toujours sur mon cou. Je ne sais vraiment quoi faire. J'appelle ici aux initiés de m'aider, ceux qui peuvent peut-être, qui ont une idée de ce que ça peut être. Je ne sais pas. Peut-être que vous pouvez m'aider à comprendre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne comprends pas. J'ai rêvé et ça s'est avéré que c'était la vérité. Dieu m'avait tout simplement montré que je devais avoir quelque chose ce jour. Et tiens, tenez-vous tranquille. Après, j'avais rêvé, toujours dans la même semaine, que oui, ils sont venus te faire quelque chose, mais ça n'a pas marché. Mais bon, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Merci DMG pour tout ce que tu fais pour nous. Salutations à tous tes abonnés et portez-vous bien. Ciao, ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schnezo a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.